alors qu'aujourd'hui nous avons eu le bonheur de voir rentrer 2 ex-otages dans notre pays, Cécile Collère et Jacques Paris. Ils ont atterri en fin de matinée en France. Ils ont été reçus à l'Élysée par le président Macron, enfin libres après 1277 jours de détention en Iran. Ils ont pu retrouver leurs proches. Avant d'évoquer le cessez-le-feu en Iran et tous ces développements militaires, je vous propose juste d'écouter leurs paroles. Ils ont tenu à remercier ceux qui les avaient aidés pendant cette période terrible de détention. Écoutons d'abord Cécile Collère et Jacques Paris. Où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons entre guillemets échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire que ce que nous avons vécu, bien plus long. Donc nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et enfin, je tiens à dire à quel point nous avons été accueillis chaleureusement à l'ambassade de France pendant 5 mois, à quel point la présence des personnels auprès de nous a été réconfortante, nous a permis de sortir de cette épreuve la tête haute. Le message que j'ai envie de transmettre est un message d'espoir, parce que nous avons gardé espoir jusqu'au bout et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler. Nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principal en Iran, mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique et extrêmement brève. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Ceci pour vous donner une idée du régime qui nous a été imposé. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à toute l'aide qui nous a été apportée, comme l'a dit Cécile, à tous les niveaux de l'État, nos familles et tous ceux qui, dans le pays, se sont mobilisés pour nous. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie, toute capacité à expliquer même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés. Nous allons témoigner, nous allons expliquer et nous allons profiter de la vie et renouer avec tous nos proches, nos familles et aller de l'avant. Vive la vie. Vive la vie, dit Jacques Paris. Rachel Kahn, il y a beaucoup de résilience dans ce que disaient l'un et l'autre de ces personnes qui ont passé 3 ans et demi dans des conditions. Oui, c'est quand même un jour de joie aujourd'hui de retrouver nos 2 concitoyens qu'on a attendus depuis 4 ans. Et puis, ce qu'il souligne avec lucidité aussi, c'est à quel point le régime des gardiens de la Révolution n'aime pas la vie. Et là, pour la déshumanisation, pour finalement perpétrer des traitements inhumains et dégradants en toute violation du droit international. Et là, ce retour-là, leur possibilité de témoigner, de parler, c'est le propre de l'être humain, de témoigner et de parler, et effectivement pour se raccrocher à leur existence. André Valy, on imagine bien qu'il y a eu une contrepartie des Iraniens. Ils ont dû demander quelque chose, on verra ce que c'est dans les prochains jours. Mais on prend, parce que voilà, le retour de nos compatriotes, il était vital, il était essentiel. Oui, il ne faut pas faire la fine bouche, si j'ose dire. C'est une grande joie de les voir revenir. Moi, j'admire leur résilience, comme vous l'avez dit, Laurence, leur force de caractère, parce qu'il faut tenir 3 ans et demi dans les conditions où ils ont été détenus, leur force d'âme aussi, parce que l'âme, ça compte dans ces conditions-là. Et puis, ça nous rappelle, si besoin était, que l'Iran est une dictature atroce et que l'opération de Trump, parce qu'on peut faire le lien quand même entre les deux choses, l'opération de Trump, pour le moment, n'a pas réussi à mettre à bas ce régime. C'est ce que je disais. Les grands oubliés sont les Iraniens. Et oui. Qu'est-ce qui se passera pour les Iraniens demain ? Rien, puisque le régime est toujours en place, Jean-Michel Salvatore. Oui, et c'est vrai que voir ces 2 otages, ça fait plaisir, de les voir, parce que c'est vrai qu'on a vu énormément leurs photos, notamment à l'Assemblée nationale, où leur photo est affichée. Là, ça fait plaisir de les voir. Ça fait plaisir qu'ils se sont quand même retapés
pendant le Pendant temps où ils quelques sont mois restés à l'ambassade. à l'ambassade. Mais ce que je trouve très intéressant et très important, c'est qu'en fait, ça donne un visage finalement aux victimes des mollahs. Parce qu'on voit bien que les journalistes ont du mal à faire des reportages en Iran. Il y a très peu de reportages. Il y a des reportages de presse écrite, mais qui se font dans des conditions très difficiles. La télévision, évidemment, a énormément de mal à faire des reportages. Et là, on a des victimes des mollahs et ils parlent finalement de ce qu'ils ont vécu d'une façon extrêmement concrète, extrêmement simple et extrêmement digne. C'est vrai que quand on entend Jacques qui dit on a été nos conditions de détention étaient inhumaines, on n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit d'écrire, à chaque fois qu'on sortait on avait les yeux bandeux, ça nous donne une toute petite idée de ce qu'ils ont enduré pendant 3 ans et demi. Et Laurence, André, un mot pour dire que sur les visages que l'on peut voir ici ou là, je suis frappé par la jeunesse des Iraniens qui sont pendus tous les matins ou presque. Des jeunes de 17, 18, 19 ans qui sont pendus, encore hier, je crois, l'un pour avoir mis le feu à un kiosque à journaux. Là, on voit les visages resplendissants de 2 otages français, et c'est très bien, et on est très heureux, mais il y a des visages de très jeunes Iraniens que l'on voit sur les réseaux sociaux qui sont pendus tous les matins. Ne les oublions pas. Rapidement, Joseph Massescaron, parce qu'après on évoque l'aspect militaire des choses. Rapidement, c'est bien, parce qu'ils vont, en effet, ce qu'ils veulent, c'est témoigner sur ce qu'est l'horreur de la prison d'Evin, qui est la prison torture, et c'est la prison qui produit le plus de pendus iraniens dont on parle. Donc évidemment, cette information, elle nous est précieuse. Moi, ce qui me frappe quand je vois ces photos tous les jours, peut-être que je ne devrais pas dire ça, c'est qu'en plus, c'est la beauté des visages des personnes qu'ils pendent. Et ça me frappe. Comme s'il y avait la volonté également d'effacer non seulement la jeunesse, mais aussi la beauté du monde. Évoquons l'Iran, évoquons ce cessez-le-feu fragile, on l'a évoqué, qui a été annoncé cette nuit par Donald Trump. Un soulagement évidemment, mais un cessez-le-feu extrêmement fragile, comme nous l'explique Maëva Lamy. Et je vous passe la parole, général Paloméros, ainsi qu'Alexandre Manel. Quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu, des navires ont pu franchir le détroit d'Ormuz. Pour autant, la trêve semble encore bien précaire. C'est ce qu'a reconnu le vice-président américain J.D. Vance. Si les Iraniens veulent travailler avec nous, je pense que nous serons en mesure de trouver un accord. S'ils mentent, s'ils trichent, s'ils essaient d'empêcher même la fragile trêve que nous avons mise en place d'avoir lieu, nous ne serons pas contents. Car ce que le président a aussi montré, c'est que nous avons encore une puissance militaire et diplomatique évidente. Et peut-être plus important encore, un levier économique extraordinaire. Des craintes et pour cause. Ces dernières heures, malgré la trêve, le Koweït a indiqué subir une vague d'attaques iraniennes. Les Émirats arabes unis ont eux aussi fait état de nouveaux tirs de missiles et de drones. Sur leur chaîne Telegram, les gardiens de la révolution se disent prêts à poursuivre les frappes. L'ennemi a toujours été trompeur. Nous n'avons aucune confiance en ses promesses et nous répondrons à toute agression à un niveau supérieur. Des propos signes d'un conflit loin d'être résolu, alors que les pourparlers entre les 2 parties doivent débuter dès vendredi au Pakistan. Général Paloméros, comment vous qualifiez cet accord de cessez-le-feu ? C'est pas un accord de cessez-le-feu, d'ailleurs, on ne l'a pas vu, l'accord. C'est un accord de... C'est une... Il y a un certain nombre de points quand même, oui. sur l'iranium, sur le désarmement, c'est surtout des les sanctions. des négociations. Des points iraniens. Et en fait, Donald Trump se contente de ça, c'est bien triste. Il voulait sortir par le haut, il sort par le bas, malheureusement. Et on voit bien Parce que pour vous, la capacité militaire iranienne n'est pas anéantie ? Non. Non. J'ai pas de preuve de ça. Et ils ont continué, ils continuent toujours. Et il se trouve que le renseignement américain peut éventuellement lui faire confiance, surtout quand il annonce des mauvaises nouvelles, qui nous a dit récemment qu'ils gardaient à peu près 50% de leur potentiel. Moi, j'aurais pas été jusque-là. Potentiel sans être dans le renseignement américain. Oui, de missiles. Oui. Non, mais ils se préparent depuis longtemps. Ils vont en refabriquer, là. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Ils ont de l'aide. Non, l'Iran est une puissance dangereuse, va le rester, sans doute plus. Elle a en plus elle a la résilience avec ce régime qui est bien difficile à déstabiliser, en tout cas quand on n'y met pas le prix et la durée. S'il aurait fallu une opération évidemment beaucoup plus longue et beaucoup plus douloureuse pour y arriver.
Et puis, c'est une puissance qui a compris qu'elle pouvait frapper où elle le voulait dans cette région. Et d'ailleurs, les limites sont assez floues. La limite de capacité d'engagement, ils ont lancé ce missile sur Diego Garcia, c'était une sorte d'avertissement. Khamenei avait dit, nous, on se limite à 2000 km pour les missiles, parce que ça rentre dans notre conception de notre défense. Ça donnait le change, en quelque sorte. Puis là, on découvre qu'avec les capacités qu'ils ont acquises dans la mise en orbite de satellites, ils savent faire des missiles à 2 étages. Or, les missiles à 2 étages, ça permet d'aller très loin. Donc, on a une puissance régionale qui est dangereuse et qui va le rester, et qui sait qu'à tout moment, elle peut appuyer sur le bouton et faire peur, et non seulement peur, mais mal au régime du Golfe et à toute l'économie finalement occidentale. Oui. Régime du Golfe et Israël. Même au-delà N'oublions pas Israël, le général Paloméros, parce que c'est une menace existentielle pour Israël, que l'Iran veut éradiquer de la carte. On ne le répétera pas. Je le conçois, mais ça me paraissait assez évident. C'est dans la mesure où Israël est dans un réflexe identitaire, ils ont raison, et ils ont raison de se battre, et ils se sont donné les moyens. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis des pays du Golfe qui, eux, sont faibles, là, la transition sera difficile à assurer. Alexandre Mandel, spécialiste des États-Unis. Alors, je me permets juste de dire une chose, peut-être que je me trompe sur mon sentiment, mais j'ai quand même le sentiment en France depuis au moins 24 heures sur les plateaux de télé qu'il y a une espèce de gourmandise teintée d'américanophobie, on va dire plus. On est d'accord. À dire, oh là là, ils sont en train de se planter, ils se sont plantés. Et en plus, par ailleurs, c'est hélas un des pires traits français, je pense. C'est cette américanophobie. Donc, cette parenthèse étant fermée, moi, je ne me féliciterai pas, si vous voulez, que Trump n'ait pas conduit une opération qui ait tout de suite permis un changement de régime. Je ne suis pas spécialiste comme vous sur leur arsenal, sur l'arsenal militaire iranien. Vous avez dit, je ne sais pas, je me fie à ce que dit le renseignement américain. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, je constate juste que, hélas, on retombe dans le travers qu'on avait eu, pour de meilleures raisons d'ailleurs, en 2003 au moment de l'invasion de l'Irak par les Américains, de ce espèce de bonheur très français de dire « Regardez-moi ces cons d'Américains, ces clowns de cow-boys se sont cassés les dents sur ces formidables Iraniens qui sont si bien armés. » Pas vraiment ce qu'on dit, Alexandre. Oui, mais c'est le sentiment en France. Vous avez raison. C'était surtout la pas réponse mon du général. problème, mais je pense que vous l'avez compris. J'ai servi à la tête de l'OTAN pour la transformation. Je sais ce que les Américains apportent à la sécurité de l'Europe. Et Dieu sait si c'est un sujet sensible aujourd'hui. La question, il faut différencier rapidement, la question des Américains et puis l'exécutif américain. Là, on vient d'entendre J.D. Vance. J.D. Vance, la semaine dernière, il était à un podcast où il dit il faut relancer les études puisque je crois aux ovnis, même si je pense que fondamentalement les ovnis sont des démons. D'accord, ok. Alors, pardon, hein. Joseph, mais on s'éloigne un tout petit peu du sujet. On n'est pas dans l'anti-américanisme. Là, on est quand même dans l'interrogation et la sidération. Il y a un anti-trumpisme primaire dans ce pays. Oui, bien sûr. Voilà. Mais là, hier, toute la journée, vous aviez qu'à regarder les bandeaux de certaines infos. Guerre nucléaire, tout le monde, l'histoire de faire peur à tout le monde. Trump le fou. Trump le fou. Dément, il a même été qualifié de dément. Enfin, on a quand même le droit de critiquer. Bien sûr. Non, mais on fait que ça. Sans acharnement, on nous avait quand même vendu une opération pour faire tomber un régime, et le régime est toujours là. Et on nous avait aussi vendu cette opération pour empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, ils n'ont pas la bombe atomique, ils ont de l'uranium. De l'uranium, enfin enrichi à 60%. Par ailleurs, la guerre n'est pas finie. Il s'agit d'une trêve. La guerre n'est pas finie, absolument. Trêve. Partons justement en Israël, rejoindre Jérôme Rampenou et Sacha Ropin qui sont à Tel Aviv. Bonsoir à tous les deux. Donald Trump l'a précisé tout à l'heure. L'accord de cessez-le-feu avec l'Iran ne concerne pas le Liban. Et les frappes israéliennes se poursuivent actuellement au sud de Beyrouth. C'est bien cela, Jérôme ? Bonsoir. Bonsoir Laurence. Oui, effectivement, les frappes se poursuivent dans le sud du Liban. On reçoit régulièrement des communiqués de Tsahal. Ils ont indiqué avoir frappé plus de 100 cibles aujourd'hui en quelques minutes. Donc vous voyez, c'est une accélération même des frappes sur le sud du Liban. Quand on en parle avec la population ici, il y a un double effet en fait. Une grande partie de ceux qui habitent à Tel Aviv s'inquiètent pour ce conflit qui continue au Liban parce qu'ils nous disent nos enfants sont toujours sur le terrain, il y a toujours des risques, c'est toujours très compliqué. Mais quand on
comprend l'avis des gens qui habitent près de ces frontières. Les nombreux maires des petits villages se sont exprimés. Pour eux, il faut continuer à frapper le Hezbollah. Si on les laisse se réinstaller, si on les laisse revenir vers la frontière, ils nous expliquent que ce sera encore plus dangereux pour eux d'y vivre. Donc, vous voyez, c'est un sentiment un peu compliqué, d'autant plus que vous en parliez, ce cessez-le-feu est très fragile. L'Iran l'a encore dit il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une heure, que si les États-Unis, Tsahal continue à frapper le Liban, ils allaient se retirer du cessez-le-feu. Donc, vous voyez, la situation ici est encore un peu tendue. Merci à vous, Jérôme Rampenou, Cher Robin. Dernier mot, Jean-Paul Palmeiros. À l'instant, le Hezbollah se dit en droit de riposter aux frappes israéliennes meurtrières. On voit que les buts de guerre américains et israéliens étaient différents depuis le début, même si à un moment, ils ont agi en concertation pour aller en Iran, pour frapper en Iran. Mais ça, moi je trouve que c'est le cas de le dire, mais ces expressions de bonne guerre, c'est assez légitime, c'est complémentaire d'ailleurs, et puis d'ailleurs les moyens aussi sont complémentaires. Israël n'a pas de B2, n'a pas de B, mais ils en ont pas besoin. Mais non, ça me choque pas, et on savait que de toute façon, Israël... C'est pas profiter de cette opportunité, c'est mal dit ça. C'est à l'occasion de faire mal au Hezbollah, alors même que peut-être qu'on percevait plus vraiment la menace du Hezbollah. On pensait, on espérait, on était dans une wishful thinking, une pensée magique, que le Hezbollah avait disparu. Eh bien non. Il est malheureusement toujours vivant. Et Israël est payé pour le savoir. Merci beaucoup, Général Palmeiros, Alexandre Mandel. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. On va évoquer l'impact de la crise énergétique dans notre pays. Le prix du pétrole baisse, mais pas encore les prix à la pompe. À tout de suite.